Je m'appelle Dédé, je suis née au Togo et ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée. Moi, je m'appelle Valentin, je suis né à Paris et j'ai découvert le Togo grâce à Dédé. Là-bas, on a eu la chance de rencontrer Des hommes, des femmes, des artistes, des idéalistes, des passionnés. des citoyens engagés On voulait partager avec vous un peu de leur histoire. et vous permettre à vous aussi d'entendre leur voix. Bonjour Olivia. Bonjour Valentin. Bonjour Olivia, Bonjour Dédé. est-ce que tu peux te présenter ? Alors, Olivia de Souza, mes aïeuls sont arrivés au Togo dans les années 1800. Mon aïeul, Francisco de Souza, est armateur. Donc, il est contacté par le royaume du Portugal, donc dans les années, je te dis, 1798. Et donc, pour louer son bateau pour aller sur les côtes africaines, pour voir un peu ce qui se passait là-bas. Ils avaient vu des gens revenir de l'Afrique avec des esclaves, de la marchandise et tout. Donc, on lui a loué son bateau pour ça. Donc, ils sont partis avec son bateau. Lui, il est resté donc au Brésil, à Bahia. Ils sont revenus avec des esclaves, de la marchandise et tout ça. Et ça s'est fait au moins pendant 3, 4, 5 ans. On lui louait son bateau régulièrement pour l'année, quoi, pour entre 6 et 7 mois dans l'année. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, il a dit il gagnait bien sa vie, justement, parce que son bateau était régulièrement loué, entretenu et tout, donc pas de problème. Et puis, il a finalement décidé de venir, lui, voir aussi ce qui s'y passait. Il est venu, il a dealé avec le loueur en disant, moi, je vais être le capitaine de mon bateau. Donc, c'est moi qui emmène mon bateau en Afrique maintenant et qui vous le ramène et tout ça. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il s'est lancé dans la traite. Il s'est lancé dans la traite avec son bateau et les donneurs d'ordre. Mais lui, il restait au sol. Il laissait les gens faire leur travail. Et lui, il s'est installé. Donc, il a eu 39 enfants sur la côte. Au Togo et au Bénin. Au Togo, au Bénin. À l'époque, c'était le Dahomey. Mais ils sont allés chercher aussi au Cap-Vert, au Congo, au Sénégal, en Sierra Leone. Ils faisaient toute la côte. Ça va te surprendre ce que je vais te dire, mais on a le même aïeul. Voilà. Parce que mon... 39 enfants. Est-ce que tu Oui. veux? Je rencontre des cousines tous les jours. Ouais. Parce que mon père m'a toujours dit que sa grand-mère était métisse Ouais. et que effectivement on avait un marchand Voilà. d'esclaves dans notre famille qui s'appelait Francisco de Souza. Voilà. Donc sa grand-mère était de Souza. On a un livre que tu pourras peut-être avoir si je le retrouve. Je pourrais te le montrer. Donc il y a un livre qui a été écrit par Simone de Souza, donc la femme d'un de nos grands-oncles. Voilà, maintenant qu'on est cousines, on va parler famille. Et Tata Simone a écrit 2 tomes de ce livre. Elle en est sur le 3e, donc il faudrait éventuellement que ton père prenne contact avec elle, parce qu'elle veut les noms de tout le monde, les noms des enfants, des arrière-petits-enfants. Elle veut nous suivre. Donc moi, elle me suit depuis que je suis... j'ai 7 ou 8 ans, donc régulièrement, elle demande des photos. Donc, parce que si elle a un autre tome, elle va mettre des photos récentes, donc de plus en plus récentes. Et quand il est réédité, donc elle met des photos récentes. Elle fait un arbre généalogique. Elle a fait un arbre généalogique avec donc... et il y avait sur les 39 enfants, je crois qu'il y avait 29 femmes, tu vois. Ah donc oui. il y avait beaucoup de femmes. Donc du coup, on est famille avec tout le Togo. Oui, c'est ça. Parce que les 29 femmes ont épousé des Togolais de toutes souches, de tout truc. Donc on est famille avec la quasi-totalité des Togolais. Donc voilà. Maintenant qu'on est famille, on va pas continuer là-dessus. Sinon, comme je te disais, je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Parce que dans notre famille, donc il y a une branche de cette famille qui était politisée. Et donc cette branche-là est ma branche. Après, mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, Augustino de Souza, qu'on appelait Gazozo, a financé l'indépendance, est décédé quelques jours avant l'indépendance. Et son ami, donc Sylvanus Olympio, qu'ils avaient dédié, donc à qui ils avaient de toute façon promis le poste de président, donc a accédé à l'indépendance en sachant que son frère était mort, mais on n'avait pas annoncé ça au peuple. Et c'est après donc l'accession au pouvoir, donc on a annoncé le décès de mon grand-père, parce que sinon ça allait peut-être pas se faire au moment donné, puisqu'il fallait qu'il soit là. Oui.
Et Sylvanus Olympio était le frère de ton grand-père? Non, il n'était pas le frère. C'était l'ami. Et Sylvanus Olympio aussi a une de Souza en tante. D'accord. Je te dis, on est parenté, voilà. Sylvanus a une sœur qui a épousé un de Souza. Donc, les liens de famille sont, tu sais, assez étendus, puisque par rapport à toutes ces femmes-là, dans les familles togolaises, à cette époque, il y avait plus de femmes que d'hommes. C'est pour ça que les noms se perdent aussi de certaines familles, parce que elles ont épousé des hommes, et donc elles en gardent les noms. Mais beaucoup de femmes togolaises qui portent le nom de Souza restent de Souza. Et beaucoup ne se sont pas mariées, mais ont eu beaucoup d'enfants. Donc, leurs enfants ont des noms différents, mais elles gardent le nom. Elles sont un peu les gardiennes du nom aujourd'hui. Voilà. Et donc, du coup, mes parents, mon père, en tout cas, à l'époque de l'indépendance, était déjà parti et n'ont pas pu rentrer parce que Sylvanus est mort quelques années après. Tous ceux qui ont participé à l'indépendance n'ont pas pu rentrer. Le gouvernement en place était un gouvernement qui avait pris le pouvoir. Il n'avait pas été élu. Donc, il n'avait pas de raison de se faire encadrer par des gens qui allaient faire que vouloir reprendre ce pouvoir-là. Donc, nos parents sont partis en exil à la fin de leurs études. Donc, ils ne sont pas rentrés. Par exemple, les enfants de Gilchrist sont restés à Londres, au Ghana. Mes parents, mon père est parti en Côte d'Ivoire. Il a travaillé donc pour Air Afrique. Il était responsable du personnel. Et il y a travaillé de 1969 à 1979, où il a été renvoyé de Air Afrique parce que le gouvernement togolais a su que il était là. Il pouvait pas être un Togolais qui ne représentait pas le Togo dans cette compagnie-là, puisque c'était un exilé et à l'époque un mercenaire. Le Togo avait suffisamment de poids pour faire pression sur cette société pour que ton père soit évincé? Oui. D'accord. Parce qu'il y avait la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal, je crois, à l'époque, étaient les trois actionnaires principaux. Toi, tu es né en quelle année? Je suis né en 1972. D'accord. En Côte d'Ivoire. Et du coup, tu es au Togo depuis quand? Je suis au Togo depuis 2011. D'accord. En venant de la Côte d'Ivoire? Non, en venant de France, de Tours. D'accord. Tours? De Tours. D'accord. Et tu as été en France de quand à quand? J'ai été en France de 1989. Pour tes études? Pour mes études. Oui. Donc, de 1989 à 1997. Après, je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour quelques années. Je suis revenue en France en 2000 parce que j'étais enceinte et que j'ai eu mon premier enfant en 2001. Donc, de 2001 à 2010, je préparais mon retour au Togo. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a eu des problèmes politiques. Le pays était en guerre, on va dire. Donc, je préparais mon retour en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais au Togo à un moment donné, puisque je voulais enfin être chez moi. Sachant que tu n'y avais jamais vécu. Voilà, je n'y avais jamais vécu. Je venais au Togo qu'en vacances, via le Ghana, en voiture, puisque mon père était fiché à l'aéroport, fiché partout. Donc, on portait le nom de notre mère, qui est Ponton, K-P-O-N-T-O-N, parce qu'il était hors de question qu'on ne connaisse pas notre pays, qu'on ne connaisse pas nos grands-parents, qui venaient quand même nous voir de temps en temps. Ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle venaient nous voir. Voilà, donc nos grands-mères venaient nous voir, mais voilà, nous on passait toutes nos vacances, en tout cas une bonne partie des vacances au Togo, dans cette rue, dans ce quartier. J'ai eu la chance de rencontrer l'homme de ma vie, qui était mon voisin sans que je le sache, de mes vacances. Le voisin de mes vacances, mais le meilleur ami de mes frères, et moi je ne le connaissais pas. Tu as beaucoup de frères et sœurs? J'ai 6 frères, je suis la seule fille. D'accord. Et où tu te places dans la fratrie? Je suis la 3e. Je sais que ma mère, ils sont 5. 2 grands frères. Après, un petit frère et une petite sœur, elle est au milieu. Et elle me racontait toujours que c'était une position compliquée parce que les 3 grands devaient faire la vaisselle et les 3 petits devaient aller se coucher. Donc elle faisait la vaisselle et elle allait se coucher. Et je lui ai toujours dit, mais c'est injuste. Elle dit, ouais, mais c'était comme ça. Des petits. Voilà. Et des grands. Quand il le fallait. Voilà, c'est très injuste. Mais moi, je suis la 3e, donc sur les 7 enfants. En fait, c'est 7 au total. Donc j'ai 6 frères et moi, ça fait 7. Donc je suis la 3e et je suis la femme. Je suis la fille. Et nous, en Afrique, la fille, ça veut dire dans le quotidien, on a un poids. Dans les décisions, on n'en a pas beaucoup. Ça dépend des décisions.
tout ce qui est décision au quotidien Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger, comment on va faire et tout pour l'avenir. Là, on a notre mot à dire. Les parents qui vieillissent, comment les aider, comment les accompagner. On a peut-être notre mot à dire. Et puis, sur la gestion des biens, la gestion de l'argent, on a moins notre mot à dire. Mais quand il y a des urgences, parce qu'on est quand même au 21e siècle, donc on tient compte quand même de nous. Mais je me suis sentie longtemps comme étant la grande sœur. D'accord, même pour tes grands frères? Même pour mes grands frères, parce que j'étais assez rapidement autonome. Donc, par exemple, je me rappelle que je suis arrivée à Paris de Tours. J'avais eu mon bac et je m'étais installée à Paris. J'avais mon studio et tout. Et mon grand frère était resté à Tours. Donc, forcément, quand il a décidé de venir continuer ses études à Paris, parce que c'était à Paris, parce que c'est là où il y avait la sœur qui était déjà installée. Donc, mon frère est venu à Paris chez moi pendant quelques mois. Donc voilà, tu te sens grande sœur parce que c'est ton frère, même si c'est ton grand frère, bah, tu dois t'occuper de lui, le gérer, le faire manger, s'occuper de son linge, parce que c'est ton frère. Pas ton petit frère, mais c'est juste ton frère. Mais tu te sens grande sœur, tu te sens protectif de ton frère. Et puis tu es arrivé à Paris avant lui. Mais voilà, donc et là j'ai des petits frères, j'ai quand même 4 petits frères, mais qui sont assez indépendants. Mais c'est assez complexe. Mais on est quand même dans un pays, dans un environnement de matriarcat. Hein. Je vous rassure, les femmes décident beaucoup. Au Togo? Mais au Togo. Ok. Les femmes sont les poteaux mi-temps, comme on dit aux Antilles. Oui. Les poteaux mi-temps de la vie au Togo. Il ne faut pas se mentir. Mais en fait, j'ai l'impression que la femme a une grande importance dans la société. C'est elle qui élève les enfants. C'est elle qui va au marché, qui est marchande aussi. C'est elle qui travaille, tout simplement. Il ne faut même pas détailler. C'est elle qui travaille. C'est elle qui travaille, même si les maris travaillent, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, mais leur point de dépense et leur fonction de mari le fait qu'ils ont des priorités autres que celles de la femme. Donc la femme, souvent, est même celle qui construit la maison. Notre père nous disait mon père me disait que ma grand-mère, elle a construit sa maison toute seule. C'est elle qui gérait les ouvriers. Ma grand-mère aussi. Ouais. Donc la femme est celle qui construit la maison, c'est celle qui habite la maison et c'est celle qui nourrit et qui élève les enfants. Les hommes sont là. Hein. Ils sont là, on en a besoin quand on en a besoin. Mais la charge de travail de la femme est supérieure. Mais est supérieure, mais c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui même en Occident. Hein. On vous parle de la charge mentale. Oui. Nous, cette charge mentale, on la vit depuis des générations. Aujourd'hui, vous la découvrez en Occident. Nous, on la vit depuis des générations. On a une charge mentale parce que on se demande même si nos hommes ne sont pas aussi nos enfants. Parce que ce sont des femmes qui ont élevé ces hommes-là, des femmes, je vais dire togolaises ou africaines, qui élèvent leurs enfants pour rester leurs enfants. Oui. Elles qui les mettent dans les mains d'une autre mère, finalement. Voilà, qui les élèvent. Ça veut dire que les femmes élèvent leurs enfants pour rester des enfants. Oui. Nos pères sont les enfants de leur mère. Mon père, il pleure encore sa mère. Quand tu as perdu ta mère, tu as perdu tout. Donc, nos pères ont été élevés comme des enfants et sont restés les enfants de leurs parents. Comment vous voulez qu'ils élèvent des enfants quand eux-mêmes sont des enfants? Voilà, je crois que l'interview, on va devoir le censurer. Hein. Non, mais surtout bon, ils ne vont pas être Non. étonnés de ce discours-là. Oui. De ma part, en tout cas. Personne ne serait étonné. Donc, voilà. Comment vous voulez que des enfants élèvent des enfants? Et donc, les femmes, dès 8 ans, et je ne suis pas très fière de le dire aujourd'hui, ma fille a 12 ans. Aujourd'hui, elle vit avec son père. Elle a choisi de vivre avec son père parce que son père était plus gentil que sa mère. C'est pas parce que je suis méchante, hein, parce qu'on passe de très bons moments ensemble et tout, mais dans le quotidien, on l'élève comme un enfant chez son père. Et moi, je l'élève comme une femme. Il faut que... Parce qu'on m'a élevée comme une femme. Et donc, j'élève ma fille comme une femme. Et elle est... C'est trop pour elle. C'est trop pour elle. Donc, elle préfère être une enfant chez son père. Et je suis heureuse pour elle. Parce que j'aurais aimé être une enfant chez mes parents. Et ma mère m'a élevée comme une femme parce que sa mère l'avait élevée comme une femme. Oui. Et puis en plus, comme tu étais la seule fille, voilà. C'était d'autant plus important. J'étais la seule fille d'une fratrie de 3 enfants. Ma mère a eu 3 enfants avec mon père. Et je suis la seule fille d'une fratrie de 7 parce que mon père en a eu un avant nous, que ma mère a élevé.
et 3 après nous, que ma mère a aussi élevé en partie. Parce que quand ils sont Ton partis... père a eu 2 femmes? Du moins, il a eu une première épouse, Annie, qui est française, qui était une amie de ma mère. Et ils ont eu Lionel, donc mon aîné. Quand Lionel a eu 14-15 ans, ma mère a demandé à ce qu'il nous rejoigne, puisque nous aussi, on commençait, on avait 3 ans, 4 ans, donc pour élever tous les enfants ensemble. Et mon père a eu une femme pendant ma mère et après ma mère, avec qui il a eu 3 enfants. D'accord. Et quand ils sont arrivés en âge d'aller en études, pour un d'entre eux, nous, on était déjà à Tours en France. Et ma mère a dit, mais qu'ils viennent à Tours, parce que au moins, vous allez apprendre à les connaître. Il faut que vous grandissiez aussi, que vous finissiez, en tout cas que vous connaissiez vos frères et sœurs avant d'être adultes. Oui. Pour avoir la même éducation, les mêmes chances, la même visibilité. Parce que quand on est élevé par des mères différentes, avec des idées peut-être différentes et on a une fratrie qui est complètement destroy, qui pourrait être complètement destroy. Et là, aujourd'hui, je suis fière de dire que mon père a eu la chance d'avoir des femmes intelligentes qui ont fait que leurs enfants sont des frères et sœurs. Et soient pas en guerre. Et soient pas en guerre. On a une vraie fratrie qui s'entend avec notre diversité, voilà. La famille est soudée. La famille est soudée. La famille est soudée. Et on a la chance d'avoir plusieurs fois avant un malheur, en tout cas, vu qu'on était soudés. Et toi, aujourd'hui, tu as combien d'enfants? Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai 4 enfants de 3 pères différents. Des filles, des garçons? J'ai 2 filles et j'ai 2 garçons. Ok. Mes 2 aînés sont des garçons, mes 2 dernières sont des filles. J'aurais voulu en avoir plus, mais bon. Oui. Et qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Je suis rentrée au Togo pour ça. J'ai envie qu'ils sachent d'où ils viennent, parce que moi, je pense que c'est la diversité de cultures que j'ai eu la chance d'avoir qui m'a permis d'être l'adulte que je suis aujourd'hui, avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, et la volonté, le courage, le professionnalisme que j'ai aujourd'hui. Je l'ai, et c'est dû à mes 2 cultures, qui est cette culture africaine et cette culture française, que mes parents, que mon entourage a su me transmettre et que j'ai pu m'inculquer aussi, parce qu'à un moment, on s'élève tout seul. Et donc, mes enfants avaient 10 ans, 8 ans et 5 ans quand on est rentré au Togo. Parce que mon fils allait rentrer au CM2, et si il avait fait son CM2 à Tours, il allait vouloir... tu passes en 6e avec tes copains du CM2, quoi. Ils allaient aller dans la même école, ce sont ses copains à vie. Alors, je me suis dit, il faut pas qu'il passe en 6e en France, parce que sinon, il voudra plus jamais me suivre. Parce que des enfants, en 2000, ils avaient quand même déjà leur mot à dire, je pense. Il m'a déjà sorti le livre des droits des enfants. Ça. Ça a dû être dur pour lui, à l'âge qu'il avait, de... C'était moins dur. C'était dur, mais moins dur. Ça a été dur, mais moins dur que si on était resté 1 an de plus. Ouais, je comprends. C'était vraiment la limite. Et même, j'avais vu à l'époque un psychologue, j'avais quand même travaillé autour de ça, parce qu'ils sont nés en France. Ils sont français, ils ont fait leurs amis. Aujourd'hui, ma fille, elle est à Tours, là, en ce moment, en vacances, et elle retrouve ses copines. Elle me dit, mais maman, c'est comme si on s'était jamais quittés, ce sont mes sœurs. Parce qu'on avait vraiment un noyau d'amis, de voisins, on était les seuls noirs de la fratrie qu'on s'est construit là-bas. Mais on était soudés, parce que beaucoup de mamans seules, beaucoup de mamans qui travaillaient, mariées en couple, mais qui travaillaient, et donc qui devaient gérer et les enfants et la famille, voilà. Donc du coup, on avait la chance d'être ensemble toutes, et on gérait nos enfants ensemble. C'était vraiment une vraie famille, et je suis contente de pas l'avoir perdue, en fait, parce que ça m'a nourrie en étant ici, parce que j'avais mes copines qui étaient très fières de moi du jour au lendemain que je décide de partir pour apporter ça à mes enfants. Et j'ai une copine qui est marocaine, Dalila, qui elle rentrait tous les ans, mais sans ses enfants, parce que son mari décidait que non, c'était pas le moment et tout. Aujourd'hui, qui va au Maroc avec ses enfants, parce que voilà, il faut que ses enfants connaissent le Maroc. Et ils sont en âge aujourd'hui de dire non, papa, nous on veut y aller. Et mes enfants, je voulais vraiment qu'ils aient cette double culture. Parce que je savais qu'ils allaient y retourner. Là, il va avoir son bac l'année prochaine, il retournera à Tours, en France. Donc, entre 9 ans et 18 ans, voilà, c'était le temps qu'il a pris pour connaître aussi sa vie, sa famille africaine. Et je suis même pas sûre qu'il voudra partir, parce qu'ils sont tellement bien ici que
Je ne sais pas s'ils voudront partir. Tant mieux. Oui, tant mieux. Et c'est ce que je leur dis. Donc, quand je dis ce que je veux, et pour mes enfants, on va en arriver là à cette question, c'est ce que je leur dis. Soyez les personnes que vous voulez être. Tu veux être chanteur, ok, c'est bien, tu veux être chanteur. Mais je ne suis pas sûre que tu pourras chanter bien suffisamment tôt, parce que tu n'as pas commencé la chanson suffisamment tôt pour être un bon chanteur assez vite, pour te nourrir de ta chanson. Et voilà. Il faut que tu côtoies des chanteurs, que tu leur poses des questions. Tu as la chance d'en avoir dans ton entourage. Ouais, non, mais je veux être chanteur, rappeur, homme d'affaires. Ok. Donc, homme d'affaires, on fait quoi? On fait un minimum d'études pour avoir les bases de l'économie, de la gestion et tout. Il faut savoir gérer ton affaire. Il faut développer une idée. Il est temps, à 16 ans. Tu veux vendre quoi? Tu veux homme d'affaires de quoi? De rap. Voilà. De t-shirts, de rappeurs, de vêtements et tout. Donc là, on est en train de créer une ligne de vêtements pour mon futur rappeur, chanteur, homme d'affaires. Il vient d'avoir son premier bac, parce qu'au Togo, on a toujours le baccalauréat. Le bac 1, le bac 2. Le bac 1, le bac 2. Donc, il vient d'avoir son bac 1. On peut continuer l'aventure, parce que je lui ai dit, il faut être bon partout. Et il faut faire les bons choix. On peut se casser la figure avec un bon choix, parce que c'est son choix. Donc, les bons choix peuvent nous entraîner vers le bien comme le mal. Et on a tellement de bons choix dans la vie qu'on va se casser la figure plusieurs fois. Et puis un jour, un bon choix sera le meilleur choix, le bon des bons. Donc c'est bien de commencer tôt. Donc pour mes enfants, je leur souhaite le meilleur dans leur choix et dans leur vie, et qu'ils sachent que je serai toujours là pour eux. Ils savent qu'on est leur père. Je parle de leur père avec qui je vis. Sera toujours là pour eux et qu'on veut le meilleur pour eux, et c'est à eux de faire leur choix, et on les laisse faire leur choix. Donc je vous dis, j'ai 24 ans et 21 qui sont là en ce moment, qui ont décidé d'arrêter l'école pour recontinuer l'école plus tard, quand ils auront fait leur choix. Parce qu'on peut aller à l'école à tout âge, et que pour eux, pour ce qu'ils voulaient faire, l'école n'était pas nécessaire. Ils savent lire et écrire. En tout cas, les études supérieures, pour le moment, n'étaient pas nécessaires. Ils ont de la culture générale, qu'on s'attelle à le leur donner continuellement. Voilà. On est des parents qui voyagent, on est des parents qui parlent beaucoup. La seule fois où on allume la télé, c'est pour regarder les actualités. Nos enfants ne dorment pas devant la télé, mais on allume la radio, c'est RFI, c'est la télé locale, parce que voilà, il faut savoir ce qui se passe aussi chez nous. Donc on est des parents qui, culture générale, ils ont le Wi-Fi, parce qu'ils peuvent aller sur Internet, et ils savent qu'ils doivent pas nous poser des questions bêtes. Ils vont la poser à Internet d'abord avant de venir la poser. Parce que, voilà, on leur paye le Wi-Fi pour qu'ils aient toutes les réponses possibles et inimaginables. Et maintenant, les réponses plus intimes, plus personnelles, voilà, on est là pour y répondre. Mais les questions à 2 balles qu'Internet peut répondre, vas-y, va voir Internet, quoi. Voilà. Va chercher sur Google. Va chercher sur Google. Voilà, on est des parents comme ça aussi. Parce que c'était pour ne pas les dépayser aussi. Parce que je sais qu'ils vont retourner en Europe. Et j'ai pas envie qu'ils soient des petits Togolais. Ils sont Togolais, mais ils seront pas des petits Togolais, parce qu'ils sauront aujourd'hui, ils savent voilà que Trump est con, parce que voilà, ils suivent l'actualité de Trump et qu'il est con. Et qu'il est con. Voilà, donc quand on va leur parler de Trump, ils sauront quoi. Ouais. En parlant d'Europe, pour en revenir à ton parcours, tu disais que tu avais été à Paris, donc à Tours, et après à Paris. Là, tu faisais à ce moment-là, toi, des études supérieures? Alors, donc moi, j'ai passé mon bac à Tours. Ouais. J'ai passé le bac classique. Bac classique. Pas non, bac un 1, bac bac G3. Ah, d'accord. G3. Mon fils fait une G3 aussi. C'est gestion? C'est gestion. Ouais. Il voulait être pragmatique comme moi, donc il a choisi la G3 aussi. Parce que justement, je voulais pas faire forcément d'études supérieures, je voulais travailler assez vite. Et à l'époque encore, avec une G3, on pouvait encore faire quelque chose de professionnel. Donc j'ai fait un BTS tourisme, voilà, en alternance, avec le parc Astérix, qui venait d'ouvrir à l'époque, la première année d'ouverture du parc Astérix. D'accord. Donc j'ai fait mon BTS tourisme avec eux. Tu faisais quoi, une semaine? On faisait 2 semaines, mais c'était sur l'ouverture du parc. Donc il y avait pas encore, on n'avait que des clients tests. D'accord. Et nous-mêmes, on testait les attractions. On mettait en place les magasins. On mettait en place les menus. Mais ça devait être vachement intéressant comme. C'était très intéressant parce que c'était un projet qui était en train d'éclore. Oui, en train de se monter. Les attractions, on les essayait. Oui, il y a pire comme stage, quoi, en entreprise. Il y a pire. On les essayait, les tenues, on les essayait.
Donc, on était Obélix, Vercingétorix, Falbada. C'était assez sympa parce qu'il fallait qu'on vive nos personnages, qu'on vive le parc pour pouvoir le vendre. Et l'ouverture a duré combien de temps? Enfin, entre cette phase-là. Cette phase-là, ça a duré 2 ans. Hein. Ah ouais? Pendant 2 ans, on est venu, c'était déjà prêt. D'accord. On est venu, il n'y avait pas toutes les attractions, mais une bonne partie des attractions qui étaient là à l'ouverture étaient là. Il fallait choisir qui allait être qui. Non, le parc Astérix a mis 2 ans entre l'annonce de l'ouverture et l'ouverture. Ouais, il y a eu bien 2 ans. Ouais. D'accord. Voilà, donc j'ai passé mon BTS avec eux. J'ai travaillé avec le parc Astérix donc pendant 3 ans, je pense, 3 ans. Ouais. À la suite du BTS. Après l'ouverture. Donc 5 ans du coup. Voilà, donc j'étais jaune pendant 5 ans. Donc c'était Paris, région parisienne, RERD. Après le parc Astérix, je suis rentrée à Abidjan. C'est là où je te disais que je suis rentrée à Abidjan de 96 à 99, 2000, voilà. Je suis rentrée à Abidjan. À ce moment-là, tes parents sont là-bas? Mes parents, ma mère est à Tours. D'accord. Et mon père est à Abidjan. D'accord. Et donc, je rentre à Abidjan en 96. Non, 97, on va dire. Et donc, en 94, je finis mon année Astérix. Je monte sur Paris. Je suis toujours au même endroit, rue Bobillot, place d'Italie. Mon père veut un diplôme, quoi. Celui, BTS touriste, c'est pas un diplôme. Ah là là, les darons. Ouais, les darons. Il veut un diplôme commercial dans le commerce. Il faut faire un diplôme commercial. Comme ça, où que tu ailles, tu as fait du commerce, un diplôme de commerce, c'est bien. Voilà. Donc, je fais l'ENC Paris-Béfière en formation, quoi. Puisque c'était une formation adulte sur 1 an. Formation continue? Formation continue, voilà, d'1 an, via la NPE, voilà, avec la chance d'avoir des bulletins de paie de 4 ans. Et donc, forcément, tu peux t'inscrire aux ACEDIC à l'époque. C'était les ACEDIC, hein. Oui. Maintenant, c'est Pôle emploi ou je sais pas quoi, là. Pôle emploi, oui. Ou la NPE, peut-être. La NPE, peut-être, oui. ouais. Donc, on s'inscrivait à l'époque aux ACEDIC pour pouvoir avoir accès à une formation. Et en fait, ton chômage te payait ta formation. Voilà. Donc, je m'inscris à l'ENC Paris-Béfière pour faire une formation avec HP. C'est avec HP, donc, qui vous forme pour commercialiser leurs produits. Donc, vous avez une base. Vous pouvez vendre n'importe quel produit, mais spécifiquement ce produit-là. Donc, pendant 1 an, on est formé commercial, marketing, communication autour d'un produit informatique qui se concrétise par le produit HP en fin de formation pour qu'on le maîtrise complètement et qu'on puisse le vendre. Voilà. Donc, je fais cette formation-là. Donc, j'ai un diplôme de l'ENC Paris-Béfière, une attestation de formation, voilà, qui a suffi largement à mon père pour qu'il continue à me financer un peu à Paris. Donc, voilà. Donc, je sors de là et je vais en Côte d'Ivoire. Riche de mon BTS tourisme et de mon diplôme en commerce. Je fais un stage, en fait, pour Intercontinental Abidjan, qui s'appelait Hôtel Ivoire à l'époque. Parce que, voilà, j'étais bien dans le tourisme, dans tout ça. Et puis moi, en fait, mon rêve, c'était de travailler en hôtellerie, d'ouvrir peut-être un hôtel, je sais pas. Mais j'aimais bien ce milieu-là. Tourisme, parce qu'à l'époque, c'était ce qu'il y avait. Hôtellerie, restauration, c'était plus concentré sur le service et sur la cuisine. Et à l'époque, non, je cuisinais suffisamment à la maison pour en faire un métier. Donc, je travaille pour l'Hôtel Ivoire. Du moins, je suis en stage à l'Hôtel Ivoire, gouvernante. On a créé un poste à l'époque là-bas qui était Guest Services. C'était un poste qui se créait et j'ai mon amie, qui est toujours mon amie, Maggie, qui rentrait aussi d'Espagne et qui avait eu ce poste-là. Et donc, moi, j'arrive en stage et je suis sa stagiaire. Et donc, on crée ce poste-là ensemble et Guest Services. Voilà. Et aujourd'hui, donc en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à concierge. Voilà, à l'époque, ça s'appelait comme ça, mais c'est la conciergerie. On s'occupe du client. On avait notre bureau en plein milieu de l'entrée de l'hôtel. Donc, les clients venaient nous poser toutes les questions possibles et inimaginables. Donc, mon BTS tourisme me servait bien puisque je pouvais leur dire, voilà, vous pouvez aller à l'intérieur du pays, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Voilà. Donc, j'étais en plein dans mon truc, servir. J'adore servir les gens. Renseigner, les promener, partir avec eux. Voilà, j'aime ça. J'aime accompagner et tout ça. Donc voilà, j'ai commencé mon premier stage là-bas. Après, je suis allée, à l'époque, ça s'appelait Sofitel, toujours à Corps, pour un 2e stage. Tout ça non rémunéré. Et je me rémunérais en faisant à manger. J'organisais des soirées pour mes amis, pour mes clients.
Chez toi? Chez moi. Chacun participait et donc je leur faisais des dîners. Et mais pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant? Pourquoi tu fais pas ceci? Non, non, c'est compliqué. J'aime manger, j'aime m'asseoir et manger pour les autres. J'aime préparer, mais voilà. À l'époque, non, j'avais pas envie d'ouvrir un restaurant. Donc voilà ma petite période Côte d'Ivoire. Et puis 98, 99, tension commence à monter. 99, on part un peu en courant avec un conjoint à l'époque qui était camerounais. Donc on part en France, on retourne en France parce que voilà, Abidjan, ça va pas. Je me retrouve à Limbé, au Cameroun, pour un ami d'amis qui voulait acheter un hôtel et qui me demande de faire l'audit de l'hôtel. Et donc je me retrouve à Limbé pendant quelques mois et je m'y plais. J'ai un conjoint camerounais. Je suis à Limbé au Cameroun, pourquoi pas. Et je reviens du Cameroun un an après, donc en 2000, à Abidjan. Et là, je tombe enceinte. Et donc, voilà, je vais pas retourner me balader. Moi, je suis quelqu'un, je retombe toujours sur mes pieds. Même si je vivais en Côte d'Ivoire, je rentrais toujours 3-4 mois en France parce que il fallait garder un peu le contact. Et donc, je travaillais pour Itinéris à l'époque. Je faisais des plateaux Itinéris, réception d'appels, dans le 12e, Doménil. On s'occupait donc des gens, à l'époque, quand j'ai commencé, des personnes qui avaient la chance d'avoir le téléphone, le gros téléphone dans leur voiture, à l'époque. Donc, téléphone mobile. Des fois, mobile portable. Les premiers téléphones portables, ils pesaient 10 kilos. Et tu sortais avec ça et tu rentrais, tu te posais dans ta voiture. Le réseau n'était pas super à l'époque, donc on s'occupait de ça. Ils nous appelaient. Et à l'époque, il y avait 3 SIM déjà. Parce que ces gens-là qui avaient ce téléphone-là, ils pouvaient avoir donc une SIM dans leur téléphone. Ils avaient un téléphone portable qui était connecté avec ça, qui les empêchait de ramasser leur truc dans la voiture pour sortir. Donc, ils avaient un téléphone qui était jumeau, en duo avec ce gros téléphone. Et ils pouvaient faire du roaming. Ça veut dire que quand ils n'étaient pas dans leur zone, ils avaient une 3e puce qu'ils devaient mettre. Par exemple, tu étais à Paris et ta base est à Paris, puisque ton téléphone de voiture est à Paris avec toi. Mais quand tu laisses ta voiture à Paris et que tu pars avec ton téléphone portable à Tours, et tu avais une puce qui, aujourd'hui, on appelle le roaming, c'est quand tu vas à l'étranger. Mais à l'époque, le roaming, c'était déjà inter-province. Tu faisais du roaming de Tours à Paris. Tu étais déjà hors zone et avec des taxations D'accord. de ouf et tout. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'était ma Itinéris, France Télécom, à l'époque. Ça s'appelle Orange aujourd'hui. Et je travaillais aussi pour Orange, parce que j'ai fait partie de la fusion. France Télécom. Parce que, voilà, j'étais à l'époque, l'employeur et l'employé étaient fidèles, même si j'avais des contrats de 6 mois, de 3 mois. Après mon contrat, je pouvais partir me balader, et puis je revenais. Et on me prenait. C'était bien. Une belle époque. C'était bien, c'était la belle époque, oui, parce qu'on avait toujours besoin. Et ils préféraient prendre des anciens, des gens qui connaissaient, que des gens... Ça coûtait cher de former aussi à l'époque. Encore aujourd'hui, je pense. Donc, il disait, putain, il y a toujours des chieurs, quoi. Mais tu vas faire quoi? Je dis, moi, j'ai besoin de soleil, quoi. 6 mois, c'est bon. On est enfermé 6 mois dans un truc. Et donc, 2 mois de vacances, 4 mois en Afrique, et puis je revenais. On touchait pas d'ACEDIC, puisqu'on était un peu en pause, quoi. Oui. On avait toujours une petite allocation. Non, c'était trop bien. On avait une allocation France Télécom pour nous maintenir dans leur vivier. D'accord. Voilà. Et puis, ils ont ouvert leur action. Donc, on était tous des actionnaires de France Télécom. Tous les employés étaient actionnaires obligatoires. Et après, on a fait la fusion avec Orange. Donc, quand je suis revenue en 2000, j'ai appelé juste ma superviseuse. Je suis là, on fait quoi? Elle me dit, mais t'es là, mais j'ai un truc, voilà. Puis j'ai repris un boulot ailleurs que sur mon poste, voilà. Et puis voilà, jusqu'à mon accouchement. Et donc, ton enfant est né au Cameroun? Non, il est né à Paris. À Paris, ok. Il est né à Paris, il est né à Livry-Gargan dans le 93. Parce que ma mère est obstétricienne, elle est sage-femme obstétricienne. Et elle travaillait pour une clinique à Livry-Gargan. Donc c'est ma mère qui a mis au monde tous mes enfants. Voilà. Déontologiquement, je ne devrais pas le dire, mais comme elle travaillait dans une clinique privée, ils l'ont autorisé à mettre au monde ses petits-enfants. Tous ses petits-enfants, d'ailleurs. Tous mes neveux. Ça doit être assez chouette, non? Non. Non? Alors, c'est l'image que... Ouais. Je pensais que ça allait être chouette. Mais je l'ai quand même fait 3 fois, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà. Parce que tu n'en as pas eu qu'un parce enfant. Que c'est ma mère et que... Voilà.
C'est ma mère que ça lui faisait plaisir, mais c'est ma mère qui, et tu te rends compte que c'est une mère qui est pas douce, parce que ouais, mais bon, mais quand tu étais en train de le faire là, tu as pas pensé que tu allais avoir mal en accouchant, tu vois, elle était pas Sympa. pas très sympa, quoi. Et puis la grossesse, c'est pas une maladie, donc tu vas au boulot jusqu'au 8e mois, quoi. Ah ouais. Ah oui. Ouais, j'en connais une aussi qui voulait travailler Surtout quand on est indépendant. longtemps. Quand tu es indépendant ou à moitié indépendant, t'as pas trop le choix. Ouais. Tu es obligé de travailler jusqu'au bout. Et puis, c'est vraiment pas une maladie, à moins d'avoir vraiment des mots un peu, voilà. Oui. Mais après, le premier, on se prend du temps pour soi, voilà. Donc, c'est pas une maladie, mais on se rend pas malade non plus, mais on devient un peu dépendante de notre grossesse, je pense, hein, pour le premier. Après, le deuxième, on se rend compte de tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant la première grossesse, qu'on aurait dû faire pour éviter d'avoir à le faire quand l'enfant était là. Oui, donc on a une autre comparaison. On a un point de comparaison. Voilà. Donc c'est-à-dire on se repose quand on peut se reposer, on s'organise pour ne pas avoir à cuisiner tous les jours, on s'occupe de notre premier enfant pour pas qu'il nous boude après pendant 9 mois, 1 an. Voilà. Au deuxième, on fait d'autres choses différentes. On apprécie autrement la grossesse et on la vit différemment. Au troisième, on travaille jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Congé maternité, si tu es employé, ok, tu as ton congé mat, mais à la maison, tu refais ta peinture, tu refais tout. Et quand tu es indépendante, moi, j'ai eu ma fille le 2 juillet 2015, ma dernière, par exemple, et j'ai arrêté de travailler. Le premier. Ouais. Non, parce que je suis allée à l'hôpital le 29, parce que j'avais des contractions, mais qui n'étaient pas efficaces. J'avais 44 ans, donc une grossesse dite à risque. J'avais des contractions, mais vraies, hein, qui me faisaient très mal. Hein. Oui, je le dis, parce que si jamais il écoutait, qu'il sache que je mentais pas. Qui me faisaient très mal, mais qui n'avaient aucun effet sur le col, quoi. Sur l'accouchement. Ouais, donc c'était pénible. Et donc pendant 2 jours... Et je dis, mais déclenchez-moi. Ma mère était pas là, malheureusement, pour la 4e. Ouais. Tu viens de dire malheureusement, quoi. Ouais, malheureusement, parce que elle, comme c'est vite fait, bien fait, elle aurait déclenché. Instantanément. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, parce que voilà, on va pas traîner, quoi. Ouais. Et la dernière, elle est née à Lomé. À Lomé. Bah oui, j'avais, oui, ma fille togolaise, mon bébé togolais. Ça, je suis rentrée pour ça. Hein. Non, elle allait dire déclencher là. Déjà, bon, elle aime pas vous voir souffrir non plus. Elle est pas méchante, mais elle dit, mais ça sert à rien. Et puis pour l'enfant, surtout. Oui. L'enfant peut souffrir aussi. Et ma mère m'aurait déclenché, hein, vite fait. C'est vrai que si c'est à 3 jours du terme, oui, pas... Non, c'était pas à 3 jours du terme. Ah bon ? Le terme était prévu, elle était même après terme. Elle devait naître le 27 juin. 27 juin ? Ouais, donc 72 heures après le terme. Elle est née le 2 juillet. Là, tu parlais du 29 juillet et elle est née du 29 juin et elle est née le 2 juillet. Voilà, parce que justement, elle devait venir le 27 juin. Elle n'est pas venue. Donc, ils m'ont dit, on te donne 72 heures, 48 heures. Avant de déclencher. Avant de déclencher, éventuellement. Donc, je suis arrivée avec des contractions le 29. Et comme j'étais déjà à l'hôpital, ils ont dit, bon, tu es sous surveillance, on verra. Faisons ça naturellement. Pour mes 4 enfants, je n'ai pas eu de péridurale. Parce qu'à chaque fois, je voulais faire genre, je veux accoucher sans péridurale. À la dernière minute, je veux une péridurale. Il est trop tard, Olivia. Ah. Et là, j'avais fait le choix de ne pas avoir de péridurale parce que je voulais accoucher comme toute africaine et je préférais souffrir un peu plus que d'avoir une mauvaise péridurale parce que je n'étais pas très sûre déjà de où j'allais accoucher. Parce que mon conjoint, on a le centre de santé là qui est à 2 pas où je me faisais suivre pour pas aller à la clinique et être aseptisée et médicalisée, écho tous les 5 minutes. Bon, j'étais à mon 4e, que je voulais vivre comme si j'avais pas de moyens, comme si j'avais pas accès à l'hôpital, comme si je voulais vivre ma grossesse. D'une manière naturelle. D'une manière naturelle, comme en font les autres, qui peuvent pas payer 15 000 francs pour aller voir le gynécologue tous les mois. Donc voilà, je me suis dit, je veux accoucher quand Dieu décidera, quand elle viendra. Comme quoi aussi, la technologie, la science est bien aussi. L'échographie, c'est bien aussi. Mm-hmm. J'ai quand même fait mon échographie du 4e mois. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une grossesse jumellaire. D'accord. Ah, parce qu'à la base, tu voulais pas du tout faire d'échographie ? Non. Ok. Mais comme j'avais 44,
Le gynécologue me dit, bon, c'est bon, arrête de faire ta négresse, là. Il est maigre, hein, il est... Mais bon, voilà. En fait, comme je suis Yovo ici, je suis togolaise noire, je parle Mina, mais avec mon accent, et je suis la Yovo, quoi. Je suis la Dai Yovo du coin parce que, voilà, je n'ai pas la même mentalité, je fonctionne pas comme eux, donc je suis un peu la blanche. Et donc, il me dit, bon, arrête de faire ta... Là, il me disait, arrête de faire... Il me disait pas, arrête de faire ta Yovo, mais arrête de faire ta togolaise, quoi. En disant, ouais, tu veux accoucher comme ça. Et il faut faire attention. Et là, je me rends compte que j'ai une grossesse jumellaire. Et là, bon, il faut quand même faire attention parce que, voilà. Et puis, donc, j'avais des piqûres à me faire d'hormones et tout ça. Bon, bah, celui ou celle qui devait accompagner Jifa n'est pas venu. Il s'est arrêté en chemin. Et Jifa a continué l'aventure toute seule et elle est arrivée le 2 juillet. Donc, c'était bien aussi d'avoir su. Comme ça, au moins, j'aurais pas fait d'échographie, j'aurais peut-être pas su et il serait parti tout seul et puis, ou il serait venu en même temps. Ça aurait été la surprise. La surprise, voilà. Et donc, voilà un peu mon parcours, on va dire, donc à Lomé depuis 2011. J'en partirais pour rien au monde, quoi. C'est vrai, t'es bien ici. Ouais, je suis bien Lomé. Je suis bien Lomé. Je me sens chez moi parce que, voilà, mes parents sont togolais, exilés, donc ils nous ont inculqué la culture du pays. Parler Mina à la maison. Eux, ils avaient qu'une envie, en tout cas mon père, c'était de revenir chez lui un jour. Donc il fallait qu'on soit prêt, voilà. J'ai ma culture française parce que je suis quelqu'un qui s'adapte. Je suis un vrai caméléon et je suis arrivée quand même en première en France. Donc mes amis sont mes amis de banc, quoi, de classe, quoi. Mes amis aujourd'hui, je les connais depuis ma première. Donc c'est quand même des vrais amis, ouais. C'est des aventures quand même de première, terminale, BTS. Bon, voilà, on a des vrais amis, quoi. Et puis donc, j'ai mes deux familles, j'ai mes deux vies. Et aujourd'hui, à Lomé, j'arrive à joindre, comment on va dire ça, à les garder, à cultiver ces deux vies-là. Parce que j'ai ma vie, voilà, avec ma famille togolaise, ma famille que j'ai construite. Et mes clients, qui sont pour beaucoup des expats, donc français, allemands, togolais, du moins béninois, ivoiriens, parce que ils retrouvent en moi ce côté expat, cette double culture qui leur va bien, parce que je suis pas Togo, ni Côte d'Ivoire, ni française. Et comme eux, ils sont plus aussi ça, mélange. Voilà, comme ils sont plus ça non plus, de par leur voyage et tout ça, donc on se retrouve très bien. Et donc voilà. Donc, je pense que je sers bien ma communauté, mes communautés ici, quoi. Donc, je suis bien. Ok. Et tu as donc trouvé ta place? J'ai trouvé enfin ma place. Parce qu'en France, on me prenait pour une Antillaise, on me prenait pour une Camerounaise, jamais pour une Togolaise. En Côte d'Ivoire, mon nom est connu, donc on savait que j'étais Togolaise, j'y suis née, j'ai mes amis d'enfance, j'ai ma vie, ma fratrie. Quand il y a eu la guerre, rentrez chez vous, quoi, les Togolais. Les étrangers, laissez-nous notre pays, rentrez chez vous. Donc, grosse blessure. Et hier, j'en parlais encore avec une cliente ivoirienne qui disait, mais toi, tu es ivoirienne, qu'est-ce que tu fais à Lomé et tout ça. Je dis, ouais, mais j'ai pas encore fini de penser mes blessures de Côte d'Ivoire. Mais ça se fait. Là, mon fils est retourné à Abidjan là, pour les vacances. Depuis très longtemps, on n'était pas... En tout cas, mes enfants n'étaient pas rentrés. Moi, oui, mais mes enfants, non. Et mon fils y est retourné, donc voilà, ça se pense, on va y arriver. Parce que quand tu étais en Côte d'Ivoire, toi, tu te ressentais comme ivoirienne. J'étais ivoirienne avant tout. Oui. Alors que les autres en face J'étais ivoirienne jusqu'à la guerre. J'ai toujours été ivoirienne. C'est la guerre qui a déterminé les nationalités après les autres. J'ai toujours été... Personne n'aurait pensé que j'étais autre qu'ivoirienne, à part mon nom. Et je me rappelle quand je suis allée faire ma carte d'identité ivoirienne à l'époque. De Souza, là, c'est quel village? Je dis quoi? Tu connais pas de Souza, c'est de Toumaudi. Ouais, c'est ça. Mais bon, droit du sol, voilà. Et à l'époque, pas besoin de nationalité pour faire une carte d'identité. Aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un certificat de nationalité qui justifie ton lien, ton sang ivoirien, avant d'avoir une carte d'identité. Donc, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. On faisait nos cartes d'identité, on vivait nos vies. Et aujourd'hui, on est obligé de passer par le tribunal pour le droit du sol, qui est toujours là, heureusement. Voilà, il me faut une nationalité ivoirienne. Bon, j'en ai plus beaucoup l'utilité aujourd'hui,
Mais je le dis pas tout haut, hein, parce que voilà, on sait jamais. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, professionnellement? Aujourd'hui, je suis chef cuisinier à mi-temps, gouvernante à mi-temps, concierge à mi-temps. Beaucoup de mi-temps. Ouais, j'ai beaucoup de mi-temps, des cartons. Non, des mi-temps, c'est pour ça que mes journées me suffisent pas. Non, aujourd'hui, je me suis lancée dans le service, en fait, on va dire. Je suis une personne polyvalente, autodidacte sur certains plans, dans certains domaines. Les journées sont longues, quoi. Et puis, je m'ennuie vite. J'ai besoin d'action. Avec tout ce que tu fais, tu arrives à t'ennuyer? Ouais. Boulimique de travail, quoi. Pas forcément de travail, mais d'action, voilà, quoi, de faire des choses, de rencontrer les gens. Mon corps est fatigué. Et même la fatigue, je veux la gérer. Donc aujourd'hui, à temps plein, quand même, je reste une mère de famille qui travaille à la maison, qui travaille en tout cas pas loin de sa maison. Parce que ton restaurant est collé à ta maison. Voilà, mon restaurant est collé à ma maison. Et actuellement, on est dans ton restaurant. Voilà, on est dans mon restaurant. Mais je ne vais pas dire mon restaurant, je vais plutôt dire ma cuisine est collée à ma maison. Parce que je passe plus de temps dans ma cuisine que dans ma salle. Et que ce n'est pas un restaurant. C'est un atelier d'essence. C'est une cuisine. C'est chez Olivia. Ouais, c'est chez Olivia. C'est plus une cuisine qu'un restaurant. Voilà, et je travaille donc au Patio. Je suis une des gouvernantes du Patio, parce que le Patio a 15 chambres, est ouvert du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on a besoin d'être plusieurs personnes passionnées pour s'en occuper. Et la propriétaire est quelqu'un de passionné, donc elle s'entoure de passionnés pour s'occuper de ses clients passionnés. Et c'était ce qui me manquait à Lomé. Non seulement j'avais besoin d'un revenu fixe pour gérer mon quotidien sans stress, parce que ma cuisine, mon atelier, mes projets s'autofinancent par eux-mêmes, me financent pas moi. Donc moi, j'ai besoin de travailler pour me financer moi, et mes projets sont financés par eux-mêmes. Voilà. Ok. Tu veux dire que tu n'as pas de bénéfices? Pour le moment, non, parce que c'est aussi un choix de réinvestir dans d'autres projets. Si je les réinvestissais dans moi, ça m'apporte rien. Donc mieux vaut travailler et gagner de l'argent pour moi, pour mon travail à moi et pour mes projets, qui est aussi du travail à moi, mais c'est différent quand même. Et donc mes projets s'autofinancent par ce qu'ils me rapportent. Voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Ok. Et au Patio, tu t'occupes des chambres? Je m'occupe des chambres, des parties communes, de l'accueil des clients. Et de la cuisine aussi? Non, pas du tout. Ok. Pas de la cuisine. Je m'occupe pas de la cuisine, mais je m'occupe de conseiller les clients sur leur choix. D'accord. Parce que je suis souvent avec eux, donc je les conseille, je les écoute. C'est mon côté assistante sociale que mon mari déplore d'ailleurs. Et bon, mère Teresa est morte. Elle est morte. Je dis ouais, mais bon, j'ai son esprit en moi. Tu crois en Dieu? Je crois en Dieu. Je crois en un être unique et suprême qui est appelé Dieu dans toutes les langues. Tu as une religion? Je suis née catholique. D'accord. Voilà. Et tu l'es restée? Tu as trouvé ta religion? Non, c'est une grande question. C'est assez complexe parce que je n'ai pas encore défini ça. Mais je me surprends. Mais j'ai des comportements qui me surprennent aujourd'hui à l'église, qui me surprennent dans mon quotidien. Mais tous les jours que Dieu fait, que Mahou fait, je remercie d'être en vie, de me lever le matin. Donc je remercie cet être suprême de continuer à me donner la possibilité d'être parmi les vivants aujourd'hui, parmi les morts un jour, mais voilà, me préparer à partir. C'est très complexe. C'est une question à laquelle je ne pourrais pas aujourd'hui répondre, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai pas encore fini de me définir en tant que catholique, animiste, athée ou quoi. Je suis en pleine remise en question. Mais tu vas à l'église? Je vais de moins en moins à l'église parce que on peut prier sans forcément être dans la maison de Dieu. On allait à l'église parce qu'à l'époque, il fallait se rassembler pour avoir un lieu de culte et un lieu de rencontre où les enfants de Dieu pouvaient se retrouver. Et ce lieu de culte-là, aujourd'hui, je l'ai dans ma chambre. Je peux me retrouver... je suis bien, voilà, avec vous, chez moi, voilà. On n'a plus besoin de se rassembler parce qu'au quotidien, on est avec. Bon, je sais pas comment t'expliquer ça. Mais en tout cas, je suis en pleine redéfinition de cet aspect-là de mon éducation et de mon développement personnel. D'accord. Donc, si je te demande ce que Dieu représente pour toi, tu es encore en train de le préciser?
dans ton esprit ou tu as une idée Non, précise? Dieu, j'ai la crainte de Dieu, j'ai la crainte de cet être suprême-là, qui est Dieu, qui est cet unique être qui a permis notre existence. Voilà. Mais je ne peux pas te dire qu'il est catholique, qu'il est protestant, qu'il est animiste. Voilà. Il est Dieu. D'accord. Qu'il est musulman. Voilà. Sans doute également. Qu'il est Olivia. Il est peut-être un peu de tout ça. Il est peut-être un peu de tout ça. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de chercher aujourd'hui. Je suis en plein dedans. Et ça, c'est une grande quête. c'est une grande quête. J'ai un de mes frères qui s'est converti à l'islam il n'y a pas longtemps parce que nos parents, en tout cas mon père, nous ont imposé la religion catholique. Ma mère a été bouddhiste, équiste. Elle a tout fait, toutes les religions, et elle nous a emmenés à tout. À chaque fois qu'elle allait quelque part, elle emmenait les enfants. Donc aujourd'hui, je sais que Dieu est partout. Pourquoi aller l'encenser à un endroit et pas à un autre? Tu vois comment ça je dis? Oui. Voilà, donc je suis là, quoi. Depuis le début, on pose une question un peu à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait après la mort? Voilà, c'est une bonne question, Tédé. Ce que je voudrais qu'il y ait après la mort, c'est une vie où je vais continuer ce que je n'aurais pas fini ici. Une deuxième chance. Une deuxième vie. D'accord. Parce que je fais ma vie là. Je la fais, je la décide de tout temps. J'ai l'impression en tout cas que la raison pour laquelle je suis là, je l'ai su très tôt et je la vis. Avec ses hauts, ses bas, ses craintes, ses malheurs, c'est tout ce que tu veux. Je vis ma vie. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi depuis que je suis rentrée au Togo. Et que j'ai pris conscience que la vie que je vivais là, j'ai dû la vivre pour en arriver là aujourd'hui. Et celle que je vis là, je dois la vivre. Et j'en suis très consciente. Et j'en étais consciente. Et c'est pour ça que je cherchais à mettre des mots, des actes dessus. Et que je disais que c'est pas possible, j'ai une vie ailleurs. Je sais que j'ai une vie ailleurs. Que la vie que je vivais en France, que je vivais partout où je suis allée, à un moment donné, me ramenait à une autre vie qui était ici. Celle que tu vis Celle que je voulais actuellement. J'ai même vu des voyants, hein. J'ai vu des gens et puis ils me disent retour aux sources. La mer, là, des blancs, des noirs, des coris, des cartes. J'ai tout vu, c'était le même discours. Des gens qui ne me connaissaient pas. Et c'est ça aussi qui a fait que des Krishna à Pondichéry en Inde qui me disent mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Rentre chez toi. Rentre chez toi. C'est où chez moi? Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Pas C'est très où sympa, chez moi? Krishna, quoi. C'est où chez moi? Chez moi, c'était au Togo. C'était au Togo, retour aux sources. Et bien dans mes baskets. Mais du coup, tu dis que tu aimerais une vie après la mort et continuer ce que tu fais là. Tu penses que comme tes journées, qui sont trop courtes... Ma vie est trop courte. Ta vie est trop courte? Ma vie est trop courte parce que je sais que demain, je peux ne pas être là. Oui, mais peut-être que tu vas être là encore longtemps et que tout ce que tu auras... à faire, je vais le faire? Non, je suis sûre que Ah ouais? ça suffira pas. J'ai le sentiment que ça suffira pas. Et je me vois des fois, hein, je raconte pas n'importe quoi, je me vois après ma mort, Ouais. en train de voir ce qui se passe. Mais de vivre encore? Oui, de vivre encore et de voir ce qui se passe. D'accord. Des fois, ça m'arrive comme ça, je me vois. Donc c'est une espèce de réincarnation personnelle. Personnelle. J'ai l'impression que je suis déjà morte et que je suis en train déjà de vivre une autre vie que je n'avais pas finie et que je vais pas finir. On est éternel. C'est pour ça que je dis qu'on est peut-être Dieu. Donc tu crois en la réincarnation, mais c'est ton âme qui se réincarne en toi-même, en fait, en quelque sorte. C'est mon âme qui se réincarne, non pas forcément en moi-même. Qui continue. Qui continue. Oui. Il se réincarne dans une autre personne. Ah, donc c'est une autre personne. C'est une autre personne. J'étais pas Olivia. Je pense d'accord. pas que j'étais Olivia. J'étais une autre personne. Mais donc après la mort... Mais qui avait sa raison d'être là aujourd'hui aussi. Ouais. L'idée, ce serait qu'après la mort, tu restes Olivia. Si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça? Je reste avec ta conscience ma de conscience d'Olivia. Ouais. Dans mais autre chose. Pas dans le corps d'Olivia. Oui. Pourquoi? Ça peut être dans le corps de quelqu'un d'autre. Ah oui, oui. Mais avec cette conscience d'Olivia. Parce que je me rappelle d'Olivia. Oui. Je me rappelle de cette Olivia qui a eu avant cette Olivia-là. L'idée de la réincarnation, c'est pas de nettoyer, de faire place nette, c'est d'accumuler, d'additionner. Et je sais que j'additionne.
mais pas le temps de m'asseoir pour regarder trop en arrière. Donc j'avance. Et j'aimerais, hein, genre, je disais encore il n'y a pas longtemps à une cliente, qui va me payer une résidence? Parce que c'est artistique d'aller derrière. Il faut du temps. Bien sûr. Il faut, pas les moyens, mais du temps. Et le temps, c'est de l'argent dans notre vie aujourd'hui. Donc, j'incite mon mari à travailler, à gagner de l'argent pour que je puisse m'asseoir, me lever, ne pas dormir, parce que j'écris un livre, en fait. Un livre sur quoi? Un roman culinaire. Et je sais même pas pourquoi je l'appelle culinaire. C'est un roman. Mais comme dans ma vie, il y a toujours eu la cuisine. Et je disais encore hier à ma cliente, moi, mes anniversaires, c'est pas le gâteau. Hein. Moi, je n'étais jamais un gâteau, ça m'intéressait pas. Moi, il fallait que j'invite mes amis à midi à manger. Il fallait qu'on mange. On a toujours mangé du salé. À mon anniversaire, Olivia t'invite à midi. Elle t'invite pas à 16h. On peut après jouer, hein, mais à 16h, vous allez goûter. Moi, je suis encore dans mon goûter salé. Voilà. Donc, bon, il y avait un gâteau parce que voilà, mais j'invite mes amis à manger. Donc, roman culinaire parce que la cuisine a toujours été dans ma vie. Mes appartements, mes studios, mes chambres, c'était Carrefour pour certains, ED pour d'autres. Voilà. Ouais, on va chez Olivia. Hein. Là-bas, on est sûr de manger. Voilà. On va toujours et de bien manger. Et de bien manger, j'espère. Et mes enfants, mes conjoints divers, mes parents, il y a que mon père en fait, qui n'a jamais cru, qui croit pas, qui comprend pas que je puisse faire à manger aux gens. Mais en fait, parce que j'ai raté un jour un plat que je devais faire pour lui, j'avais 9-10 ans, et qui était tout bête. Hein. Mon père adore le corned beef. Et donc, comme ma mère avait marre de lui faire à manger et qu'il rentrait pas à manger à temps, en temps et en heure, donc à un moment donné, 9-10 ans, elle me disait, mais quand ton père rentre le soir, on mettait cette boîte de corned beef au bain-marie, en fait. On mettait la boîte de corned beef au bain-marie, genre avant d'aller se coucher. Comme ça, en général, il rentrait pas trop tard après notre coucher, et du même, il éteignait. Et son truc était chaud, on le maintenait chaud. À l'époque, il n'y avait pas de micro-ondes. Et j'ai oublié. Mais je me suis endormie. Oui. Normal. Pour une gamine de 9 ans, je me suis endormie. Il est rentré plus tard que prévu, et ça avait explosé parce qu'il n'y avait plus d'eau. D'accord. Le bain-marie avait... Et le corned beef a explosé. Et en termes de déco, ça devait être... Ouais, bah... Il s'est peut-être dit ça, justement. Je me rappelais plus de ça. Je me rappelle pas de comment ça s'est passé, mais Olivia était censée surveiller, elle s'est endormie, ce qui était normalement normal, en semaine, à 9 ans, que je m'endorme, quand mon père rentrait après 21h ou 22h. Et donc, ils se sont toujours foutus de ma gueule par rapport à ça. C'était une façon de te venger, de me venger ou de leur montrer que non, que je pouvais être une bonne cuisinière, et j'ai passé ma vie à cuisiner pour les autres. Je suis quelqu'un qui suis gourmande de ce que les autres cuisinent pour moi. Je ne mange pas forcément ce que je cuisine pour moi. Je mange que ce qu'on cuisine pour moi. D'accord. Et tu aimes cuisiner et j'aime pour les cuisiner pour les autres. Pour les autres. Je peux me fâcher avec quelqu'un qui parle de bouffe. Pourquoi? Parce que on ne bouffe pas. On mange. On n'est pas des... Voilà. Et ça, c'est ta religion. Et ça, c'est ma religion, ouais. On bouffe pas, quoi. Quelqu'un qui dit bouffer, je te jure, je lui fais même pas sa prestation, je l'écoute même plus, je me casse, quoi. Je lui trouve un prétexte, je m'en vais. C'est un mot qui m'exaspère. Ok. Qui m'exaspère. Donc faites très attention à ce que vous allez me dire par la suite. Moi, j'ai envie de savoir à quel moment, parce que tu disais au début que pour toi, la cuisine, c'était, tu faisais la cuisine chez toi, mais tu voyais pas ça comme un métier. À quel moment tu as pu voir ça comme un métier, la cuisine? Ouais, c'est important. Au moment où je suis devenue mère. Au moment où je suis devenue mère, que j'avais donc ce BTS, ce diplôme de commerce, que France Télécom, où je voulais, quand je voulais, et que j'ai quitté Paris pour Tours, parce que Tours, j'avais ma base, j'avais mes amis, j'avais ma vie. À Paris, j'avais des amis, mais à Tours, j'avais ma famille. Donc, quand tu as des enfants, quand tu commences à avoir des enfants, tu as besoin de ta famille. Et pas forcément ta famille de sang, hein, de ta famille. Des gens que tu considères comme étant ta famille, sur qui tu peux compter. Donc, forcément, je rentre à Tours. Parce que j'ai besoin de ma famille. Ma mère est à Tours, entre autres. Mes copines sont à Tours. Et donc, je rentre à Tours. Et là, il faut travailler. Parce que les affédiques, je sais plus. Est-ce que j'en avais ou pas? J'en sais plus. On m'attendait à Paris. Ouais, voilà. Donc, il fallait faire l'aller-retour après les 4 mois là, de congé mat. C'est ça, c'est 4 mois ou 6 mois. Je sais plus à l'époque ce que c'était. Congé mat, aujourd'hui, c'est 3 mois 12 semaines. 12 semaines. 3 mois. Bon, à l'époque, c'était plus.
Ah oui. Ouais, je pense. C'était parce que l'enfant devait avoir 4 mois quand tu reprenais. Il rentrait à la crèche à 4 ou 6 mois. Ah oui. Ici, c'est 2 mois et demi. Au Togo, oui. En France. En France, Ouais. 2 mois et demi. Waouh. Ouais. C'est tôt, ouais. Ah non. Promis. Non, je te parle pas de Lomé, hein. Je te parle de France. De hein. France. Il y a 17 ans, Ouais. je pense que les enfants rentraient à la crèche à 4 mois. Ah, c'est possible. Donc, la maman restait à la maison pendant 4 mois. 2 mois et demi, c'est rien, ça. Du moins, ouais, c'est très tôt. c'est tôt. Mm. C'est tôt. Trop, ouais. C'est trop tôt, comme ça peut être pas assez tôt pour certains aussi. Oui. Parce Oui, qu'il ça y a dépend des, des il y gens. a des personnes qui ont besoin de retravailler tout de on suite. ne- ouais. on n'est pas, on devient maman. Oui. On n'est pas maman. Oui, qui ont besoin, mais je veux dire, après, je pense à l'enfant, 2 mois et demi à la crèche, sans sa maman, sans son papa, toute la journée. Moi, je pense que c'est trop tôt. Mais après, c'est sûr que des fois, dépend comme des tu gens. dis... Je te dis, on devient parent Ah oui, bien sûr. et on devient un enfant. Donc les enfants aussi ont leur personnalité. Et surtout, on ne sait pas quel parent on va devenir avant Et on ne de sait pas de quel l'être enfant, à quel enfant on va avoir affaire. aussi. Parce que justement, on peut l'étouffer, on peut le surprotéger, on peut le surestimer. Et lui, il faut juste le comprendre et prendre le temps de le comprendre. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, en tout cas aux parents qu'on est, c'est pas la quantité, c'est la qualité du temps qu'on passe avec eux. Donc on a commencé à aborder le sujet tout à l'heure. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Ah, bien Parce sûr, que ouais. ton enfant, tu ne sais pas comment il est sans toi. Tu ne sais pas ce qu'il vit sans toi. Si tu le sais, eh ben, tu sauras comment aussi, toi, faire ton planning par rapport à lui. Donc, prends le temps de savoir comment il est avec toi, comment il est sans toi, et fais ton planning en fonction de vos deux Tempérament. tempéraments. Ouais, carrément. Mm. Ne décide pas pour lui. Ah ouais, Ne non. le laisse pas décider pour toi. Ah ouais, non, ça c'est clair et net. Voilà. C'est pas du tout ma conception Voilà. de la vie. Mais Voilà. 2 mois et demi, je reste persuadé oui. que c'est beaucoup trop tôt, quoi. Oui. Et je peut-être. parle, quand je dis ça, je de parle en j'en tout cas dirais, pour de toi. mon fils. Voilà, de pour toi. Et puis même en général, c'est tôt. Je l'ai dit spontanément. Ouais. C'est tôt même, parce que même pour la fatigue du corps. Et puis même, est-ce qu'on a le temps de prendre le temps avec eux à 2 mois et demi? Oui. Non. La preuve, moi, voilà, mon 4e enfant, j'ai fait des choix. Elle n'est pas là, elle est partie. Bon, vous nous avez vu partir tout à l'heure. Elle est partie, elle prend des cours de natation à 3 ans, parce que tous mes enfants ont fait bébé nageur à 6 mois. Et elle est à Lomé, ils veulent pas qu'on touche l'eau avant 10 ans. Ou même jamais, d'ailleurs. Même jamais. Donc moi, Mami Wata. Mami Wata, entre autres, ma fille, elle est attirée par la mer. Comme moi, j'ai été attirée par la mer et par l'eau. Ma fille est une femme d'eau. Et il faut qu'elle apprenne à nager. Elle est Parce quel que signe? Elle est Scorpion. Donc, le 2 juillet. Elle est Lion. Ok. 2 juillet, 2 juillet. Scorpion. Je sais pas. Ouais, je dirais Je sais plutôt. plus. J'ai un ami, un de mes meilleurs amis, qui est du 17 juillet, qui est. Elle est Qui du est 2 Scorpion. juillet. Mon fils est du Non. 27 juillet. Le Qui est 8 Cancer. juillet. Elle est cancer, ma fille. J'en sais rien. Scorpion, c'est en novembre. Non, je demandais Oui, ça Scorpion, parce c'est en que. novembre. Alors, Elle aurait pu Ulrich, être poisson, Léon c'est ça? est poisson et il a l'air d'adorer l'eau. Donc ouais, c'est mais pour ça. tous les bon, poissons n'adorent pas l'eau. je suis pas astrologue. Non. Donc, Non, je sais même pas ce qu'elle est. Ouais. Elle est cancer, peut-être. Ma mère est 2 juillet, Gémeaux. faudrait Ma mère est du regarder. 14 juin. Ouais, mon frère est Gémeaux du 17 juin. Ma mère est Gémeaux du 14 juin, donc jusqu'au 21. Donc c'est Gémeaux ou Cancer. Elle est cancer, alors. Parce que le 8 juillet, j'ai un de mes très bons amis qui est du 8 juillet qui est cancer. Elle est cancer. Oui. Je me suis Elle jamais est posé la cancer. question. Elle est Jifa. Elle est ma fille qui est attirée, mais grave. Hein. Quand elle voit la mer, maman, regarde la piscine de Swadi. Maman, on va à la piscine de Swadi. Ça, c'est quand elle parle de la mer. La mer, c'est la piscine de Swadi. D'accord. Et Swadi, c'est quoi? Swadi, c'est Swad, merveille, D'accord. Dieu. Ok. En algérien, c'est Swad, c'est algérien. C'est la foi, c'est Dieu. Mon aîné s'appelle Hugues Olivier. Hugues, parce que son oncle qu'il n'a pas connu, qui est décédé trop tôt, s'appelait Hugues, et son deuxième oncle s'appelait Olivier, donc Hugues Olivier. Et après, il a le nom de son père, de son grand-père et de sa grand-mère. Aucun nom D'accord. africain. Mon deuxième, par contre, Sacha, parce que son père est slaviste, agrégé de lettres slaves, et que voilà, tous ses enfants devaient s'appeler Pouchkine et Hannibal et patati patata. Et Sacha, c'est pas mal Et finalement. Sacha, c'est pas mal finalement. Et Pouchkine s'appelait Sacha ou je sais pas quoi. Ou Ah en ouais. tout cas, il y a une Mais Sacha, histoire c'est un derrière. joli prénom, je trouve. Ouais. Imani, parce que son père, toujours le slaviste, voulait un nom qui soit... voilà, il voulait des noms africains, des noms qui aient une histoire. Voilà. Donc Imani, pareil, ça veut dire Dieu, la foi, en swahili. Et donc Sacha, qui voilà, s'appelle Alémian
aussi. Alémian, mon ex est d'origine béninoise, et Alémian qui veut dire étoile filante. Et quand on dit que les noms jouent sur les enfants, je promets. C'est vrai. Grave. C'est son deuxième nom, hein. Mhm. Mais il est speed. Non, et tous mes enfants, du moins les 3 derniers là, où j'ai fait attention à leur prénom, et ben c'est là où je me rends compte que ça joue vraiment sur la personnalité de la personne, quoi, qu'on appelle comme ça tous les jours. Oui. Et, C'est oui, évident, c'est une histoire de sonorité. Oui, puis c'est le mot qu'il va entendre le plus pendant les premières années de sa vie. Donc il y a une sonorité, ça résonne, les consonnes, les voyelles. Ouais, moi je crois aussi beaucoup à ça. Je trouve aussi que c'est une responsabilité, mais grave, incroyable. Enfin, déjà, il n'a pas demandé à naître. Déjà, assumer un nom, un prénom. On lui donne un prénom. Des fois, les parents complètement dans le truc. Ah, j'aimais bien ce prénom, ouais, mais tu crois vraiment que si il avait pu décider, il se serait appelé comme ça? Et puis il y a des prénoms qui vont très bien à des enfants, mais pas du tout à des adultes, ou inversement. Donc c'est très compliqué, ouais. Et je crois que ça joue aussi beaucoup, comme tu le penses, sur la personnalité, selon moi. Oui, mais moi aussi. Ouais. Donc voilà, c'était la dernière, là, Jifa et Swadi, voilà. Et en fait, la première question, c'était à quel moment tu as vu la cuisine comme un métier? Voilà. Mais justement, avec l'arrivée des enfants, donc je disais, parce que donc je me retrouve à Tours, j'avais pas forcément envie de retourner travailler à Paris, donc je me pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire qui me maintiendra à la maison, tout en me permettant de gagner ma vie, de pas m'éloigner de mon enfant, de vivre avec lui, quoi, de profiter de lui. Donc j'étais à Tours, il n'y avait pas de restaurant africain, il n'y avait pas de lieu vraiment. Il y avait une épicerie africaine que j'aurais dû être la première à ouvrir, parce qu'après mon bac G3, j'ai demandé à mes parents de me prêter 20 000 francs à l'époque pour ouvrir une épicerie africaine, que j'allais faire ça en parallèle de mes études à Tours. Ils m'ont dit attends, une épicerie, tes histoires là et tout. Ils n'ont jamais voulu. Elle m'a ressorti la lettre 20 ans après. Ah, j'aurais dû t'écouter. Je dis bah oui, t'aurais dû m'écouter. Parce qu'elle marchait bien. Parce qu'elle marche bien, elle marche toujours bien. Il en a ouvert 2, 3 et puis voilà, quoi. Les parents à l'époque. Voilà, il fallait faire quelque chose. Il y avait ces produits africains que les Occidentaux, les Tourangeaux ne connaissaient pas. Les Parisiens un peu plus, mais les Tourangeaux un peu moins, parce qu'il n'y avait pas forcément aussi... Tu sais, des fois, quand tu es dans une communauté où tout le monde est de souche, il n'y avait pas forcément... Les Antillais ne se mélangeaient pas beaucoup. Donc à Tours, c'était les Africains d'un côté, les Antillais d'un côté et les Blancs de l'autre, tu vois. On se mélangeait pas forcément, sauf à la fac. Et comme moi, j'ai pas fait de fac, donc mes amis étaient à la fac avec d'autres amis mélangés ou pas. Donc voilà, pour nous réunir tous, le point commun qu'on avait, c'était soit moi, j'étais amie commune avec certains, soit ils avaient d'autres amis communs à qui ils voulaient me présenter. Bon, donc du coup, j'ai commencé à proposer des plats à emporter depuis chez moi. Tout simplement. Aujourd'hui, vous appelez ça, j'ai vu ça en France la dernière fois quand je suis partie. Tu fais à manger chez toi, tu mets ça sur une application, tes voisins savent ce que tu as préparé, puis vous partagez. Je le faisais sans l'avoir... voilà. Parce que sans Internet. Sans Internet, puisque mes voisines travaillaient, mes copines travaillaient, elles adoraient ma cuisine, elles n'avaient pas le temps de préparer. Je faisais les courses pour... Ah, Olivia, t'es chez Carrefour, t'es chez un tel, ah, mais prends-moi ça, prends-moi ça, prends-moi ça. Donc, du coup, je me retrouvais avec 2, 3 caddies. Et puis après, j'étais pas conne, donc je prenais un taxi que je faisais payer à tout le monde. Après, j'ai dit, c'est quoi, c'est fatigue, tout ça. Vos produits de base, vous les achetez chez vous le week-end. Et puis, par contre, on fait un menu. Et puis, moi, je vous fais à manger pour la semaine. Ce que je mange avec mes enfants, on se le partage. Voilà. J'ai commencé comme ça. Et j'avais ouvert une petite galerie d'artistes. J'ai ouvert par la suite. C'était pas plus grand que ce local-là, la moitié de ce local-là. Ça s'appelait Tassili. Ça veut dire aussi la foi en algérien. La source. J'ai vu comme ça, quand j'allais déposer mon fils à la halte garderie, il y avait un petit local qui était là, qui m'appelait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire quoi quand je vais prendre, je fais quoi? Je parlais tous les matins, je lui ai dit, tu veux que je fasse quoi ici? Je peux pas cuisiner, c'est petit, je peux pas faire un restaurant, c'est trop petit.
Je veux montrer ma culture, je veux que mes amis là de Tours sachent aussi d'où je viens. J'étais assez adulte pour m'affirmer sur ce plan-là maintenant. J'étais pas mitigée entre mes deux cultures. J'étais assez franche. J'ai toujours été assez franche entre mes deux cultures. Donc je dis j'ai commencé à en parler avec mon conjoint de l'époque. Il me dit, lui, il était éditeur et écrivain. Il est éditeur et écrivain. D'accord. Il s'appelle Dieudonné Niamankou. Tu le croiseras sûrement dans ta vie. Donc, il me dit, mais bon, ça serait bien qu'on fasse une petite librairie pour que les gens sachent que les Africains écrivent, qu'il y a des auteurs africains, qu'il y a des éditeurs africains et tout. J'ai dit, c'est pas mal. Ok, on le prend. On est allé chez Ikea, on s'est acheté des étagères et tout. Et entre les étagères, il fallait mettre quelque chose, c'était vide. Donc, on a mis, j'ai contacté un copain, Charlie d'Almeida, qui est peintre béninois, qui vivait à Orléans, que j'avais rencontré il n'y a pas longtemps, comme quoi la vie, il n'y a pas longtemps à l'époque. Et j'ai dit, mais je peux exposer Charlie. Je serai la première personne à l'exposer à Tours. Comme ça que j'expose Charlie, on fait un vernissage, j'ouvre ma librairie boutique galerie, qui deviendra librairie boutique galerie épicerie quelques mois plus tard. Et après, vente à emporter de cuisine africaine, que je cuisinais à la maison, que je mettais dans un réfrigérateur dans la galerie, et que tout Tours venait se prendre sa barquette chez moi. Et je disais, il y a quelques mois, là, sur RFI, le 3 juillet dernier, j'étais à Paris sur RFI. Ma conseillère à la banque était ma première cliente. Je lui avais pas demandé un prêt ni rien à l'époque. À chaque fois, je déposais mes petits sous sur mon compte, là, à l'époque, parce que là, ça a beaucoup changé. Je disais, pour avoir un passif positif à la banque, comme quoi c'est bien de faire des études, il faut qu'on voit ton argent circuler, parce que j'avais plus de salaire. Il fallait bien qu'on voit que j'avais de l'argent, si je voulais faire un prêt, si j'avais des vues autres. Et donc, elle me voyait mes 20 euros, mes 15 euros, mes 100 euros, mes... Elle dit, mais c'est quoi cet argent que tu déposes sur ton compte, là? Ça faisait un peu... Ouais, trafic, ouais. Et tout. Et puis, je dis, j'ai commencé à... il y a la galerie déjà officiellement avec un cabis et tout. Donc voilà. Donc j'ai dit, c'est les recettes de la galerie. Elle dit, ah bon, mais tu vends pas des tableaux et des livres? Je dis, mais fille, elle me dit, mais puis des petites sommes comme ça, mais tu gagnes pas assez. Mais en fait, non, je vendais pas encore des tableaux et des livres, mais ce qui marchait, c'était la nourriture. Donc je déposais les sous de la nourriture. Elle me dit, mais c'est bizarre parce que c'est pas des sommes qui correspondent à ce que tu es censé vendre. Je dis, oui, mais parce que voilà, je fais ça. Elle me dit, attention, Olivia, l'hygiène, tes voisins. J'avais une boulangerie à côté de moi. Plus personne ne lui achetait ses sandwichs. Parce que mon mafé était au prix du sandwich. Oui. Et qu'il était peut-être meilleur aussi. Que le sandwich. Bah oui, c'est clair. Moi, j'adore les sandwichs et j'ai rarement trouvé un bon sandwich dans une boulangerie. Ouais. Donc, Et donc, plus personne lui achetait de sandwich et tout. Donc, il commençait vraiment à être vénère. Donc, il pouvait aussi me dénoncer. Je n'étais pas censée cuisiner, pas censée vendre de la nourriture. Mais ce qui m'a sauvée, comme tout me sauve, c'est que quand il m'a dénoncé... parce que c'est parce arrivé. qu'il a fini par te dénoncer quand même. Quand j'ai eu le service d'hygiène qui a débarqué dans ma boutique pour ouvrir mon réfrigérateur, heureusement pour lui, c'était vide. Non, c'était vide. Et en tant que j'étais là, et j'avais Beauchesne, donc le plus grand fleuriste de la région, qui était mon voisin, et Julien, qui était mon voisin boulanger. Qui t'avait dénoncé. Qui m'avait dénoncé, oui. Il me l'a pas dit, mais bon, je me doutais que ça devait être lui. Beauchesne, qui connaît tout Tours, voit ces gens-là rentrer. Il est toujours devant sa boutique de fleurs. C'est un artiste. Il les voit rentrer chez moi, et puis ces deux-là, je les sens pas. Donc tout de suite, il débarque dans la boutique. Et puis il me dit, Olivia, là il va être midi, là je t'ai commandé à manger, non? Tu m'as ramené, tu nous as fait à manger. Hier on a fait les courses, j'espère que tu nous as fait à bouffer, quoi. J'ai dit, oui, à bouffer. Oui. Non, lui c'est ça, c'est à bouffer qu'il dit. Bien joué. Et que tu nous as fait à bouffer et tout. Je lui dis, oui, j'ai fait un plat, j'ai fait le plat de midi. Et effectivement on mangeait tous ensemble le midi, tous, dans la rue. J'avais même un charcutier au bout de la rue. Et on mangeait tous ensemble le midi. C'était un des plats que je faisais pour tout le monde. Tu vois, ils étaient un peu pris de court, là. Ah bon? Voilà, service d'hygiène, visite de courtoisie. Ils ne seraient pas rentrés, ce ne serait pas visite de courtoisie. Puisqu'ils ne venaient pas pour me sanctionner, ils venaient pour vérifier. Donc, ils disent visite de courtoisie et tout. Et vous préparez à manger, mais vous n'êtes pas habilité à préparer à manger. Vous préparez à manger où? Je lui dis, pour chez moi, personne ne m'interdit de partager de la nourriture avec mes voisins. Surtout quand c'est mes voisins qui me donnent les légumes et
les condiments pour préparer. Oui, oui. Mais vous en faites un commerce. Je dis, ah non, jusque-là, on me donne de l'argent pour faire à manger. Tu vois ce que tu as compris là? Oui, tu vends pas le plat en lui-même. Je ne vends pas un plat qu'on me paye. On me donne de l'argent pour que je fasse un plat. C'est ce qui m'a sauvé ce jour-là. Et Beauchesne, qui est venu en même temps, et effectivement, il a dit qu'on avait fait des courses pour que je leur fasse à manger. Donc, je rendais un service qui, pour le moment, n'était pas rémunéré, puisqu'on ne me payait pas ma main-d'œuvre. Tu ne vendais pas un produit. Voilà, je ne vendais pas un produit. C'est compliqué à l'époque. Tu aurais pu faire du droit aussi, je pense. Hein. J'ai fait une année, le... Ça Comment ils appelaient ça à l'époque? Ouais, la première année de droit avait un nom. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. Ok. Parce que, voilà, les gens venaient, goûtaient et tout. Et même là, après avoir eu deux restaurants à Tours, une table d'hôtes, donc je sais pas si tu as cherché un peu, donc sur YouTube, ça traîne encore. J'ai encore le film que j'avais fait pour ma table d'hôtes, pour mon restaurant, qui traîne encore sur YouTube, Les Saveurs d'Olivier à l'époque. J'étais le soleil de la Touraine. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, j'ai fait mon CAP. Ok. Voilà, au lycée Baillet, à côté de chez moi, à Tours, en formation continue, du moins en un an, puisque j'avais déjà... C'était la technique, plutôt la théorie qu'il fallait que j'apprenne, plus que la pratique, puisque pour les adultes, c'est un peu différent. À l'époque, c'était différent. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. On a l'impression que 2004, c'était loin, quoi. Alors que c'est pas si loin, mais c'était différent, hein. C'était pas pareil. Et donc voilà, et puis j'ai ouvert cette table d'hôte de 25 couverts, une grande table où il y avait 25 personnes autour et qui était plein midi et soir, qui se désemplissait pas. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de prendre plus grand, juste à côté, à l'angle de la rue, qui n'a jamais marché. En tout cas, comme l'autre marchait, donc j'ai gardé les deux jusqu'à épuisement, parce qu'il y avait les clients qui préféraient celui au coin de la rue et ceux qui préféraient le premier qui en délogeaient pas, quoi. Donc je pouvais pas le vendre, je pouvais pas le rendre, voilà, jusqu'à ce que fatigue et morale s'en suivent, parce que je n'arrivais plus. L'ambiance que tu avais créée à un endroit n'est plus la même de l'autre, c'était compliqué. Et puis finalement, j'ai fermé les deux pour aller prendre autre chose ailleurs que j'ai pu vendre pour rentrer à Lomé, qui m'a permis d'être un capital pour rentrer au Togo. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Mais j'ai toujours aimé cuisiner, en fait, ce que j'avais sous la main. Donc ça a déjà été les restes de ma mère. Donc c'était des restes de gombo, de piment, de tomates, d'oignons. Je cuisine avec ce que j'ai. Donc je ne peux pas te dire, sincèrement, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la question que tout le monde me pose. Tu t'adaptes? Je m'adapte. Je cuisine avec ce que j'ai. Tu viens de m'entendre, là, je dis, revenez, on va s'arranger. On s'arrange toujours. Mes clients ne s'attendent jamais à avoir un menu chez moi. Parce que je me lève le matin, j'ai envie de ça, je cuisine ce dont j'ai envie. Il me reste ça, je cuisine avec ce que j'ai. Mais j'imagine que tes différents voyages, tes différentes cultures inspirent aussi ta cuisine. Bien sûr. Et donc, je suis une fanatique de la cuisine indienne, de la cuisine marocaine, orientale, on va dire, libanaise en priorité. Et j'adore la cuisine togolaise. Je te dis pas africaine. Je te dis togolaise parce que j'adore le veilli. Donc mes haricots du matin, là, qui font le aïmolou, là, je le mange dans toutes les sauces, en purée, en verrine, avec ou sans gari, voilà, ça je le mange tous les jours. J'adore le bauman, donc les feuilles de manioc. Voilà, j'aime ma cuisine, j'aime ce qu'on mange au Togo. Est-ce que tu aimes adoé? J'adore adoé. C'est mon plat préféré. C'est ton plat préféré. Ouais. C'était le plat que j'ai mis en avant à Paris pour We Eat Africa en juillet dernier. Donc j'ai fait une pirogue de adoé. Ok. Avec des petits poissons là, adoé. Voilà. C'est passé sur France 24 trop vite, mais c'est passé quand même. Pour les gens qui ne connaissent pas, adoé, c'est la purée d'haricots. C'est la purée des haricots. Comment j'ai avec de la sauce rouge voilà. De l'huile rouge ou bien de la sauce tomate ou bien de l'huile de coco ou dans lequel a mijoté un peu des oignons. Tu as fait revenir des oignons dans de l'huile de coco, c'est une tuerie. Oui, c'est bon. Une tuerie. Et tout simplement avec du gari. Tu ramènes 10 kilos de ça, tu vis toute l'année, c'est plein de calcium, de magnésium, t'as pas besoin de viande. Et tu fais des économies, tu vas plus chez Carrefour. Voilà. Je ne demande que ça. Ouais. Donc voilà. Et donc j'aime ma cuisine togolaise, la cuisine que je connaissais pas en fait. Ma mère faisait toujours les mêmes choses parce que il lui manquait toujours quelque chose. Donc on mangeait du mafé, bon ça c'est international.
En Afrique aussi, c'est panafricain le mafé. Les Sénégalais c'est même pas les Sénégalais, c'est les gens du voyage qui faisaient le mafé. L'arachide, on le trouve partout. Donc c'était ils pouvaient en manger partout. Donc c'est un plat qui vient des gens du voyage, le mafé. Donc ça, tu en trouves dans toute l'Afrique. Partout où ils allaient, ils trouvaient ça et ils faisaient ça. Les feuilles aussi, dans le mafé, on met des feuilles et tout ça. Donc ma mère faisait la sauce arachide, qui est mafé aujourd'hui. Donc le mafé, j'adore le mafé. Quand on m'a dit que mes enfants étaient allergiques à l'arachide, j'ai failli mourir. J'ai dit, mais comment ils vont faire? Comment ils vont? Il faut réinventer le mafé. Ouais. Et je l'ai réinventé. Tu retournes toujours sur tes pattes. Mais toujours. C'est meilleur la crème de sésame, le goussi, sauce pistache est meilleur que le mafé. D'accord. Et c'est pas meilleur, c'est plus fin. C'est plus... Voilà. Donc mes enfants adorent la sauce de sésame. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire aux gens qui écoutent où nous sommes exactement, précisément? Alors, on est dans le quartier des Étoiles, donc à Lomé Centre, au Étrivy-Condy, donc ça s'appelle. On est dans la maison familiale de la famille Passe. Aussi, ils n'étaient pas esclavagistes. C'était des commerçants allemands dont mon mari est descendant. Voilà. Et on est à l'atelier d'essence. Donc l'atelier d'essence est parti de Tours, est venu à Lomé. J'ai mis les saveurs d'Olivia en avant pour l'enseigne, mais c'était l'atelier d'essence qui était mon nom de société. Et l'atelier d'essence Lomé. Et donc nous sommes dans ma cuisine, dans ma salle, où je cuisine les plats, les envies des uns et des autres, où j'essaie de raconter ou de continuer à raconter, je pense, cette histoire autour de la cuisine, des relations humaines. Parce que voilà, tout à l'heure, vous m'avez vu partir avec 2 enfants. Une était la mienne, l'autre était celle d'un client. Là, vous m'avez entendu parler avec lui. Il revient chercher sa fille. Il est arrivé à Lomé il y a 6 mois. Il est seul avec ses enfants. Et voilà, Olivia est là pour leur faire à manger, pour s'occuper du quotidien. Voilà, c'est toute une histoire. Mon lieu est un lieu où les gens passent, repassent, trépassent. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Ça a toujours ça. C'est l'espace de vie. C'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on l'appelle restaurant. On n'y bouffe pas, on y mange. On s'y entend, on s'y rencontre. Voilà. Et on s'écoute. Et on s'écoute surtout, beaucoup. Et on mange bien. Ah, t'as pas mangé, on est en train de faire à manger, mais tu dis que tu pars. Oui. Mais c'est à contre-cœur. Ouais. Et si on peut repasser avant de avec partir, plaisir, on viendra, mais bien entendu. Oui, il n'y a pas de problème. Nous, on bouffe pas, on adore manger, bien manger. Et si on peut repartir d'ici avec le sourire, c'est déjà un énorme sourire que de t'avoir rencontré, vraiment. Et est-ce que tu peux donner le contact? Bien sûr. Le contact, je suis sur Facebook, Olivia de Souza. Je pense que Dédé, tu as vu, tu es allé sur ma page, tu as visité un peu, tu n'as pas eu le temps? Je suis allée sur ta page personnelle, mais pas professionnelle. Non. C'est ma perso qui me sert de tout. Et puis, je suis sur Insta, toujours sur Olivia de Souza. C'est ODS, Olivia de Souza, c'est ma marque aujourd'hui. Ça va devenir ma marque parce que justement, je remets au goût du jour donc les friandises oubliées, parce que ça, c'est plus facile. Parce qu'on est dans un environnement où les gens savent faire beaucoup de choses. Tout le monde sait faire beaucoup de choses. Je n'ai aucune prétention de faire mieux ou plus, ou voilà. Donc, je regarde et je me dis, je vois beaucoup de gens qui mangent plus de friandises dehors parce que l'hygiène. On ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas, voilà. Donc, même mon père, il va te dire, il y a des années qu'il n'a pas mangé ce que tu viens de manger. Il y avait des années où il n'avait pas mangé le nougat coco, parce qu'il ne savait plus où acheter ça, il ne savait plus qui faisait ça. Donc, je remets au goût du jour les friandises locales, oubliées ou non oubliées, ou plus accessibles de façon propre et hygiénique. Et donc, pour ça, j'ai créé la marque ODS, créatrice de saveurs. On aurait pu dire recréatrice de saveurs. Et donc, ces produits-là sont vendus à Lomé, ici, sont mis dans des hôtels comme le Patio. Comme le Patio. Là, j'ai des projets de les exporter un peu partout, déjà en Afrique. Là, j'ai eu peut-être un contrat pour la Côte d'Ivoire bientôt. Donc maintenant, il faut mettre en place une petite équipe. Et puis j'ai ce livre que j'écris, qui j'espère sera édité, et j'en suis persuadée, un best-seller. Parce que des Olivia, il y en a plein. Il y en a plein et qui seront contents de se retrouver. Il n'y en a qu'une. Non, il y en a plein. Ah oui. Ah oui. On est toutes des Olivia. Il y en a plein, mais justement, on ne se dévoile pas, on ne le sait pas. Et elles seront contentes de se découvrir à travers ce livre-là.
Et ce livre, est-ce que tu as déjà trouvé un éditeur pour lui? Mais j'ai mon ex. J'espère pour lui qu'il est toujours OK. Non, je pense oui. Mais en même temps, voilà, rien n'est fixe parce que c'est un livre, tu vas le lire. Je vais l'envoyer à... Je pense aujourd'hui, je te l'enverrai avant de prendre la décision de le finaliser. Tu feras partie du livre. Il a commencé à être lu. Personne n'ose me donner de conseils ou me dire quoi que ce soit, on me laisse finir. Mais voilà, il va être lu, tu vas le lire. Et puis voilà, il faut que l'éditera, celui qui le sentira, qui aura envie d'aller dans cette aventure-là, ça ne s'arrêtera pas là. On le sent, je pense que tous ceux qui l'ont lu s'investissent dans cette histoire et m'aident à l'écrire déjà, en restant dans ma vie, pour être toujours les acteurs principaux. Et donc, ce sont mes enfants en particulier, qui sont ma vie, quoi, qui sont mon inspiration et ma raison de vivre et d'être. Que ce sont les principaux acteurs de ce livre, ma cuisine, et tous ces gens-là qui rentrent dans ma vie. Donc, forcément, vous en ferez partie aujourd'hui. Voilà. C'est un honneur. Merci beaucoup, Olivia. J'espère que le plus grand nombre pourra lire et dévorer ce livre. Grave. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Et la prochaine fois, autour d'un bon repas. Oui, on va faire ça. C'est une belle conclusion. Voilà, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous abonner, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça qu'on va grandir et amplifier l'écho des voix du Togo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Akpelo, ça veut dire merci en évé.